Nous allons en fait commencer par une sorte de feedback sur les fonds d'investissement PCVM, entre parenthèses Sharia Compliance, une sorte d'expérience qui a commencé Tijali il y a je pense, plus d'une dizaine d'années, plus d'une vingtaine d'années, je m'excuse, c'est mon jeune âge peut-être, et donc qui performe assez bien, malgré qu'il y a eu plusieurs en fait, problématiques au niveau du fait qu'il y a un manque sur le parti réglementaire au niveau de la gouvernance Sharia, le fait de ne pas pouvoir dire que c'est Sharia compliant, etc. etc. Donc je laisse peut-être Ressi le chef, donc le directeur d'investissement à Tijali Invest, nous donner un petit aperçu en fait de sa petite expérience, la grande expérience, en fait sur ce sujet. Très bien, salam alaikum, bonjour à tous, merci Sissami. Bon, avant que je parle peut-être de l'expérience qu'a connue Wafa Gestion, filiale du groupe Tijali Invest, peut-être je ferai un topo sur la gestion d'actifs. Exactement, en fait l'idée c'est c'est quand même les marchés de capitaux islamiques, on a vraiment envie de comprendre quel type de clients potentiels on a, quel type de problématiques vous avez rencontrées. C'est une nouvelle classe, donc peut-être votre petite expérience sur ce fonds PCVM pourrait nous éclairer sur d'autres actifs. Très très bien. Comme je viens de dire, donc, je vais juste faire un petit topo déjà sur l'industrie de la gestion d'actifs, peut-être pour les gens qui ne la connaissent pas, mais brièvement. Donc, et je ferai un peu du parallélisme avec la finance participative. Aujourd'hui, c'est une industrie qui pèse plus de 450 milliards de dirhams. C'est une industrie quand même qui n'est pas assez récente, elle a démarré dans les années 95. Et je veux dire que c'est un moteur en fait de l'économie d'une manière générale, parce qu'il fait partie d'une chaîne de valeur assez robuste. Il draine un peu l'épargne et l'investissement d'une manière générale dans le financement de l'économie. Et juste quelques chiffres très brièvement. On détient plus de 40% de la dette émise par le Trésor sous forme de bons du Trésor. On finance le secteur privé à travers les émissions, bien évidemment, à hauteur de 72%. Et nos participations dans la bourse de Casablanca, quasiment, on détient à peu près quelque chose comme 27% de la capitale flottante. Donc c'est juste, il faut voir le parallélisme un peu avec la gestion d'actifs d'une manière générale. Et pour moi, l'émergence de la gestion d'actifs d'une manière générale, l'émergence de la finance islamique ne peut pas se faire ou ne peut pas avoir une jeunesse sans que l'industrie de la gestion d'actifs de manière générale soit partie prenante. Et du coup, c'est très très important de l'avoir, cet écosystème, bien évidemment. Alors, quant à l'expérience, effectivement, de Wafa Gestion, ça a démarré dans les années 98. Et pour nous, en fait, c'était à l'époque une thématique d'innovation et de produits qui diffèrent un peu du classique parce qu'il n'y avait que de l'equity à l'époque, c'est-à-dire actions, produits taux et produits monétaires. Donc, il fallait sortir un peu et offrir une thématique pour cibler une niche, bien évidemment, qui peut adhérer à des convictions, mais en même temps, c'est une stratégie d'investissement qui respecte la réglementation actuelle avec juste des techniques de gestion qui peuvent différer à l'intérieur du fonds. Et du coup, donc, on a eu des discussions à l'époque avec des Mjlis avec des personnes que vous connaissez. Exactement, on a eu des discussions, on a eu une fatwa juste pour avoir un peu le cadre général de Madhab al-Maliki sur les techniques de la gestion en termes de filtres sectoriels, techniques de ratio de dette, etc. Et nous avons commencé l'expérience effectivement, sans toucher pour autant le cadre réglementaire local de la finance conventionnelle, et avec des modes de gouvernance assez stricts, des reporting, etc. Aujourd'hui, je peux juste vous dire que le fonds parle de lui-même. Je ne suis pas en train de vendre le fonds, je suis pas pour le mot, c'est pas. Mais il fait plus de. Alors, c'est juste sur 10 ans, il fait plus de 20% d'alpha, c'est-à-dire de différence d'écart par rapport à son indice de référence. Et, puis, je pense que cette niche-là est d'une grande. Voilà. Justement, la question qui me vient à l'esprit, c'est quel type de client vous avez? En fait, quand vous êtes en train de commercialiser ce produit, quel type de clientèle vous avez? Est-ce que vous avez des questions de type est-ce que c'est Sharia compliant ou pas, tout en sachant qu'il n'y a pas encore de réglementation sur ce sujet? Alors, pour être honnête avec vous, bon, on a les différents types de clientèle. Donc,
institutionnels, particuliers, privés, corporate, etc. La seule, aujourd'hui, bon, les institutions, etc., bon, ils ne posent pas ce type de questions, genre Sharia compliance, ça c'est normal. Parce qu'on ne le vend pas en tant que Sharia compliance d'ailleurs. C'est juste une technique de gestion à l'intérieur qui diffère un peu du foncier. On reste toujours dans la convention, dans la finance conventionnelle. Pour l'instant, on est dans le Sharia friendly. Et on a tout type de clientèle, comme j'ai dit. Et, la vérité, quelques particuliers peuvent s'intéresser effectivement au sujet, mais pour le moment, ce qui intéresse beaucoup plus les gens, c'est la performance. Donc c'est déjà un bon track record qui intéresse un peu les gens. Pourquoi pas, avec le déploiement aujourd'hui de la finance participative, pourquoi pas avec les lois qui sont en train d'émerger, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, notamment au niveau de la MMC, Conseil de l'Ulama, Banque centrale, etc. Switcher vers vraiment avec un tampon Sharia compliance, exactement. Et pour vous, il y a vraiment une opportunité sur cette classe d'actifs. Clairement, oui. Alors, c'est Tahiri, donc spécialiste des OPCI, je voudrais que vous nous informiez en fait, vous nous éclairiez en fait sur cette nouvelle classe d'actifs qui apparemment n'est pas encore opérationnelle, bien que l'argumentation, il y a beaucoup de textes qui sont là. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, de quoi s'agit-il, comment plus ou moins c'est structuré et quelles sont les relations naturelles avec la finance islamique? Salam alaikum. Je vais commencer par reprendre un peu l'historique. Et je sais que les OPCI sont extrêmement attendus, c'est pour ça qu'on a l'impression que ça tarde, en fait, pas du tout. La réflexion sur les OPCI et la mise en place de la loi sur les OPCI a commencé en 2013, mars 2013 exactement. Et c'est en 2016 que la loi a été votée, puis après la fiscalité a suivi. Et puis, dernièrement, il y a plus tard, quelques jours, les décrets d'application, les décrets d'application et les décrets régissant les évaluateurs immobiliers ont été adoptés par le Conseil de gouvernement. C'est juste pour vous dire que ça va très vite par rapport aux autres lois. Donc, c'est juste parce que les gens attendent avec impatience ce type de véhicule qu'on a l'impression que ça tarde. En fait, il faut rendre aussi hommage ici aux gens du ministère des Finances et à l'AMC qui font un travail formidable pour que ce type de véhicule sorte rapidement. Alors, de quoi s'agit-il? Tout simplement, ce sont des véhicules d'investissement qui sont destinés essentiellement à la détention de l'actif immobilier locatif. Ce pas des véhicules destinés à la spéculation, et donc c'est des actifs immobiliers locatifs qui génèrent donc des revenus, et ces revenus reviennent directement dans la poche des actionnaires. Donc on peut détenir des actifs immobiliers locatifs à travers les OPCI, on modère un petit peu son ticket d'entrée. On peut aller de 100 dirhams, avoir accès au marché d'immobilier locatif, jusqu'à 3 millions, 200 millions, 500 millions de dirhams. Démocratisation finalement. C'est une démocratisation. Et j'ai l'habitude de résumer les OPCI en une phrase que je trouve bien. L'OPCI, c'est la détention de l'immobilier locatif de façon indirecte. C'est-à-dire on est détenteur d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à travers l'OPCI. Sans en avoir la gestion. Sans en avoir la gestion et en modérant les risques. C'est-à-dire sans les tracas de la gestion et en réduisant les risques. Parce qu'on n'a pas un seul locataire, on a une pléthore de locataires, donc on réduit les risques et on s'occupe pas de la gestion. Et donc, en plus, c'est un véhicule relativement sécurisé puisqu'il est réglementé, régi par une loi, par des circulaires de l'AMC. Les évaluateurs qui fixent le prix d'acquisition sont des évaluateurs agréés. Donc, tout a été mis en place pour sécuriser l'épargne, notamment l'épargne du grand public. Une petite question, est-ce que c'est Sharia compliant? Alors, à la base, les OPC n'étaient pas destinés à de la finance participative. Il se trouve qu'ils sont naturellement Sharia compliant. Pour deux raisons, j'ai préparé 2-3 points, enfin 5 points. Normalement, la finance participative, c'est pas de financement bancaire, pas de financement par dette. Eh bien, il se trouve que la loi sur les OPC a prévu de façon naturelle que les OPC ne soient pas endettés, sauf si c'est un choix des investisseurs, sauf si c'est prévu dans le règlement de gestion. Mais naturellement, les OPC n'ont pas vocation à être endettés, sauf si le règlement de gestion le prévoit. Deuxième point, c'est l'adoption à des actifs réels. Ça, on ne peut pas faire mieux, puisque les OPCI doivent investir essentiellement, à hauteur de 60% au moins, dans des actifs réels, dans des actifs immobiliers locatifs.
Pas de spéculation, et ça de par la loi. De par la loi, les OPCI n'ont pas vocation à acheter pour vendre. C'est interdit. Interdit pour les OPCI d'acheter des immeubles pour les vendre par la suite. C'est essentiellement acheter des immeubles pour les louer ou qui sont déjà loués. Exclusion de certains secteurs, ça, très facile de sélectionner les locataires pour qu'ils soient à la limite dans la charia, on va dire. Hein. Et le dernier point, c'est partage des profits, des pertes et profits. Les OPCI sont gérés par une société de gestion et on peut parfaitement mettre en place un contrat qui soit charia compatible avec, entre les OPCI et la société de gestion. Donc, naturellement, les OPCI sont charia compliant. Maintenant, il faut mettre en place les outils nécessaires pour que ce soit effectif. Effectivement, en fait, il n'y a pas encore, pour l'instant, cette gouvernance charia qui n'est pas encore installée. Dans les textes de loi, ne prévoit pas encore le fait que ni les OPCV ni les OPCI classent, on va dire, charia compliant, que ce soit en termes des assets eux-mêmes ou au niveau de l'audit charia, une fois que donc, ces actifs sont acquis, etc. Mais par contre, avant de passer à Madame Boudin, j'ai une question. Parce que moi, ce que j'ai vu dans la presse, c'est que ces OPCI, plus ou moins, on a un objectif de quelque chose comme 200 milliards de dirhams. Est-ce que c'est vrai? C'est juste. C'est une annonce du ministère des Finances, donc il est bien informé. Effectivement, le potentiel des OPCI est de l'ordre de 150 à 200 milliards. Ce n'est pas complètement déraisonné. Je vais vous donner juste un exemple. Un immeuble de 17 000 m², c'est tout de suite 300 millions de dirhams. Donc, j'imagine mal des OPCI qui vont tenir un immeuble ou deux. Donc, ça juste en parlant que du stock de l'existant. On ne parle même pas de la production future. Et quand on regarde un petit peu le stock aujourd'hui des OPCV1, c'est 400 milliards. Je parle sous le contrôle de l'ANSM, c'est 400 milliards. Donc, il n'est pas complètement absurde de penser que le potentiel pour les OPC, c'est 200 milliards. Je dirais même, c'est sous-évalué. Bien évidemment, sur les ANC. Oui, absolument. Quand on prend un benchmark tel que la France, par exemple, le taux de progression de l'actif des OPC est de 38% annuellement. 38% en moyenne annuelle. Aujourd'hui, ils sont autour de 80 milliards d'euros. Donc, on peut espérer que les OPCI, l'industrie de l'OPCI atteindra rapidement les 200 milliards. Moi, je suis très confiant pour la bonne et simple raison qu'il y a une disposition fiscale qui stipule que tout apport en nature à un OPCI est exonéré d'impôts. Et c'est une disposition extrêmement importante. Et c'est une disposition qui prendra fin 2020. Donc, d'ici fin 2020, on atteindra rapidement, je pense rapidement, les 100 à 150 milliards de biens. D'accord. Madame Chafi, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez aussi une sorte d'ordre de grandeur de ce que pourrait être le marché des soukouk d'ici 5 ans? Est-ce que ça va aussi être dans les 200 milliards? Salam alaikum, bonjour tout le monde. Moi, je m'interdis toujours de donner des chiffres sur les évolutions parce que seule la réalité des marchés nous donne les chiffres à un moment donné. Lors du lancement de la titrisation, on avait parlé aussi des choses comme ce que venait de dire mon collègue Nordine, mais après on s'est rendu compte qu'on est largement en dessous de ce qui a été annoncé. En tout cas, moi je ne peux pas avancer de chiffres. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui c'est une industrie quand même, en dehors des certificats de soukouk, je parle de la titrisation conventionnelle, qui a quand même pu lever 16 milliards de dirhams, ce qui n'est pas négligeable, avec un encours aujourd'hui sous gestion qui approche les 5 milliards de dirhams. Donc, ce qui est très important. En fait, ce que je voulais avoir, c'est votre point de vue sur le développement de cette industrie. Parce que vous êtes opérateur sur le marché, vous êtes leader sur le marché, première affaire de la titrisation. Et on vous voit assez souvent sur tout ce qui est soukouk. Oui. C'est pour ça que je posais la question, comment vous voyez ce développement? Est-ce que vous avez soulevé des problématiques à ce développement-là? Oui, et effectivement, donc nous, on a eu la chance en tant que Maghreb Titrisation d'accompagner le lancement des certificats de soukouk et cela dès leur jeunesse. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Madame Thierry. Ce matin, donc, surtout le volet réglementaire,
Ce que je rajouterais peut-être, c'est aussi le volet fiscal, sur lequel il y a eu beaucoup d'avancées. Donc je ne vais pas revenir sur le cadre réglementaire sur lequel on a eu de la chance et le privilège d'accompagner. Là aussi, donc, il y a eu des avancées majeures, et je pense que pour l'industrie de la titrisation d'une manière générale, les certificats de Sukuk constituent un vrai relais de croissance pour cette industrie, qui est extraordinaire. Donc ce qui nous rend encore différent des industries de titrisation qu'on voit à travers le monde, qui restent des titrisations conventionnelles, axées sur les créances, alors qu'au Maroc, le législateur a voulu faire de la titrisation un financement structuré, à part entière, qui ne couvre pas que les créances, mais ça va sur toute catégorie d'actifs et sur toute catégorie de titres, et notamment les certificats de Sukuk. Bien sûr, maintenant, il y a une grande avancée, je l'admets, et cela grâce bien sûr à la mobilisation du ministère de l'économie et des finances, la mobilisation de la MMT, bien sûr, réglementaire, que ce soit juridique ou fiscal, parce que ce qui a été fait au Maroc depuis le début, c'est d'être en ligne sur la partie, ça a été dit ce matin, c'est s'il n'y a pas de fiscalité adéquate, il n'y a pas de développement donc, de l'industrie. Et c'est ce qui a été fait depuis 2013. Donc déjà la loi de finances 2013, elle a prévu une neutralité fiscale complète sur les certificats Sukuk Ijara, quand il s'agit d'un aller-retour d'un actif, d'un établissement initiateur vers un fonds de titrisation. Cette année-là encore, donc on a traité le rendement sur les Sukuk. Aujourd'hui, les investisseurs qui vont investir, donc la fiscalité elle est très claire. Donc on taxe le rendement du certificat, mais on ne taxe pas les revenus. D'ailleurs, la loi de finances, elle a prévu un article spécial, la loi de finances 2018, un article spécial, donc dédié à la taxation des rendements des certificats de Sukuk. Donc il y a des avancées, maintenant les challenges restent énormes. Beaucoup de choses ont été faites sur Sukuk Ijara. D'ailleurs, l'arrêté qui est en cours de validation dont a parlé Madame Tiwi ce matin, il concerne uniquement Sukuk Ijara. Donc il a été décliné sous 3 formes: services, détention d'actifs ou usufruit. Mais beaucoup de choses restent à faire, notamment dans les autres catégories de Sukuk, pour permettre aux banques de se financer. Ça a été dit ce matin, les certificats de Sukuk sont importants pour investir les liquidités des acteurs de la finance participative, mais aussi c'est un moyen nécessaire pour permettre aux banques participatives de se financer. Donc demain, j'imagine mal le développement des banques participatives sans Sukuk Wakala, sans Sukuk Mudaraba, sans Sukuk Musharaka, sans Sukuk perpétuel, c'est-à-dire pour être encore plus compétitif et voilà, avoir les mêmes ressources, peut-être au même coût ou moindre que les banques conventionnelles, ce qui va permettre leur développement. Donc il y a beaucoup de challenges qui nous attendent, notamment en termes des arrêtés, mais aussi des arrêtés du ministère des Finances, donc ils vont fixer les caractéristiques techniques des autres catégories du Sukuk en dehors de Sukuk Ijara, mais toute la partie fiscale n'est pas encore traitée des autres catégories de Sukuk. Donc je pense notamment à Sukuk Murabaha, Sukuk Wakala, Sukuk Musharaka, Mudaraba. Donc toute cette partie-là, notamment, elle fait partie de notre roadmap de 2018 en tant qu'association de gestionnaires de fonds de titrisation. Donc on va travailler sur ça, on va faire des propositions sur ça justement, en espérant que des choses vont être prêtes pour la loi de finances 2019. Nous allons parler de roadmap dans le deuxième round. Effectivement, vous êtes très attendu sur le marché des Sukuk parce que là, les banques participatives vous attendent, les assurances tech vous attendent. Si le chef vous attend aussi, on va investir et structurer donc des produits. Now maybe we move to Monet. He's the president and CEO of Saturna, which is a